Salut les sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre série dédiée à la préparation Ironman et maintenant vous en avez un petit peu l'habitude parce qu'on n'est pas au premier numéro, donc je retrouve certains de mes coéquipiers de mon club de triathlon pour discuter d'une thématique de la préparation d'une épreuve de longue distance, et en l'occurrence on préparait l'Ironman de Thun en Suisse pour le mois de juillet. Bon, depuis on sait qu'il a été annulé à cause des conditions qu'on sait, mais on continue à enregistrer à propos des thématiques qui intéressent les sportifs, en particulier sur longue distance pour leur préparation. Et aujourd'hui, on accueille un invité avec lequel on va parler de cette phase critique qui sont les 10 derniers jours, voire les 2 dernières semaines avant la compétition. On appelle ça la phase de tapering en général. Et pour nous en parler, on accueille Laurent Trinca, qui a fondé Strategy Move, une entreprise de consulting sportif. Alors Laurent, peut-être que tu te présenteras de manière plus efficace que moi je ne le ferai à nos auditeurs. Déjà, bienvenue dans le podcast, et puis parle-nous un petit peu de ce que tu proposes dans la structure Strategy Move. Merci à tous, bonjour à tout le monde. Effectivement, moi je suis consultant sportif et entraîneur au sein de la structure qu'on a co-créée avec 2 autres collègues de la société Strategy Move. On propose du consulting auprès d'athlètes, auprès de structures. Ces structures, elles peuvent être sportives ou du monde du travail. Et l'idée, c'est effectivement de trouver les meilleures stratégies possibles pour atteindre son objectif de manière très, très, très large. On utilisera les outils les plus pertinents pour y arriver. Donc l'activité, elle se concentre sur le sport d'endurance, ou alors ça s'adresse vraiment à tout type de sport, et notamment des sports d'équipe aussi, ou quels sont les clients entre guillemets cibles que vous avez dans la partie coaching? Dans la partie coaching, on a effectivement, on n'est pas uniquement centré sur l'activité endurance, même si c'est une grosse partie de notre travail. Par contre, on a effectivement des activités type natation, des activités type sport de combat, ou des sports collectifs également, très récemment. Donc on se divertit sur plusieurs types de sports, et la logique est toujours la même: réfléchir à mettre l'athlète au centre, ou la structure au centre si on travaille avec une structure. Plutôt là, en ce qui nous concerne, l'athlète au centre, et trouver la meilleure stratégie en fonction de son environnement, de son passé sportif, de son niveau. Et après, on regarde si on agit un peu plus sur le parti physiologique, mental, ou plus sur l'environnement. Très bien, donc là on a déjà ouvert une petite voie qui est l'individualisation de l'entraînement, et puis comme c'est une partie très intéressante et puis très personnelle, j'accueille avec nous ce soir Arnaud et Thomas. Steve malheureusement a fait un petit peu défection pour l'enregistrement de cet épisode, mais on le retrouvera bien évidemment dans les épisodes futurs. Alors bienvenue Thomas, comment vas-tu ? Merci Greg, très bien, très très bien, merci. Et puis, bienvenue Arnaud aussi. Et puis, et toi, comment vas-tu également ? Au top, merci. Très bien. Donc, on l'a dit en introduction de cet épisode, on va parler de tapering avec toi Laurent, avec Thomas, avec Arnaud. Donc le tapering, si je résume très très simplement, en fait, c'est le fait d'aborder les derniers jours avant la compétition de manière à optimiser tout ce qu'on a fait dans les phases d'entraînement en amont, et puis d'essayer de consolider tout ça, d'arriver dans le meilleur état de forme possible le jour de sa compétition, c'est ça ? Voilà, c'est exactement ça. L'objectif final, c'est d'arriver dans le meilleur état de forme possible le jour de la compétition, grâce à une petite période qui va de 1 semaine à 3 semaines, suivant les événements, suivant les athlètes. Évidemment, cette phase qui dure 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines, elle est fondamentale, elle est hyper importante pour réussir l'événement. Par contre, si le travail en amont n'a pas été fait, ça va pas vous permettre de sauver la saison. Ça va vous permettre de transformer ce que vous avez fait les mois d'avant en transformer en performance, en haute performance. Par contre, si c'était bancal un petit peu avant, ça va pas vous aider à transformer l'essai. Voilà. D'accord ? Donc effectivement, c'est pas dans les 3 dernières semaines avant une épreuve d'endurance qu'on va faire l'entraînement, qu'on va se mettre en forme
pour l'entraînement et puis qu'on va assimiler les capacités physiques pour le faire. Mais par contre, comme tu le dis, cette partie-là, elle peut être capitale pour performer vraiment de manière optimale le jour J si l'entraînement en amont a bien été mené et bien assimilé. Tout à fait. Si le but, c'est vraiment de transformer les 8, 9 mois ou les plusieurs années d'entraînement le jour de la compétition. Et ces quelques jours, voire quelques semaines, elles sont fondamentales. Et il y aura une balance. On aura une balance à maintenir entre je suis de moins en moins fatigué et en même temps, je ne me désentraîne pas. Donc, à la fois, on va devoir récupérer, mais à la fois, on va devoir continuer à s'entraîner pour garder la machine en route et garder le tout fonctionnel. Et pas que ça s'enraye. Pas que l'outil, votre outil principal, votre corps s'enraye. Donc, voilà. Le but, un des buts principaux, ça va être effectivement de se sentir frais, de sentir un état de fraîcheur grand le jour de votre compétition et à la fois d'être confiant. Donc ça aussi, si on s'entraîne un petit peu moins, peut-être, la confiance, elle peut descendre ou on peut ne pas être habitué à s'entraîner moins et se poser beaucoup de questions si on n'y est pas préparé. Effectivement, donc c'est quelque chose qu'on va déjà travailler dans le plan d'entraînement bien avant d'arriver dans ces fameuses semaines juste avant la compétition. On en a un tout petit peu parlé lors des épisodes précédents avec notamment Thomas et Arnaud. Et puis, moi j'évoquais en fait cette période comme étant vraiment critique et ça rejoint vraiment ce que tu dis au niveau de la confiance en soi. C'est-à-dire que quand on accumule des semaines où on a 10, 12, 15 heures d'entraînement chaque semaine, c'est difficile les 2 semaines qui précèdent l'Ironman de se dire tout d'un coup je vais vraiment lever le pied et puis je vais plus faire que 5-6 heures parce que voilà, c'est comme tu le disais, on a l'impression qu'on se désentraîne. Alors peut-être avant de partir dans les explications et dans ce que tu nous proposes de faire pour ces 2 semaines, peut-être un rapide tour de table de savoir quelles sont les habitudes. Alors peut-être que habitude pour Arnaud c'est peut-être pas encore tout à fait le terme parce qu'il est en train de faire son expérience sur la moyenne distance et la longue distance. Il a fait quelques Alpha Ironman, donc probablement qu'il est en train d'expérimenter quelques petites techniques. Arnaud, toi, jusqu'à maintenant, comment est-ce que tu as fonctionné sur les courses de Alpha Ironman que tu as fait par le passé pour arriver en forme le jour du départ? C'est une très bonne question parce que, encore une fois, c'est cette notion de temporiser avant l'événement, je l'ai pas vraiment connue jusqu'à présent. Donc, ma technique, c'était simplement en fait de maintenir la même quantité d'entraînement, la même intensité et simplement en fait de peut-être un peu plus me reposer et avoir un rythme en dehors des entraînements, donc c'est-à-dire dans la vie et dans les loisirs, plus faible pour que justement je puisse simplement me reposer. Donc il y a jamais eu trop de calculs et c'est pour ça que ça sera super intéressant de discuter avec Laurent sur ces espèces de phases, inclus cette phase de temporisation que je connaissais pas vraiment. Mais qui semble évidemment primordial pour justement arriver avec cet état de fraîcheur. Et comme on parlait aussi dans les podcasts précédents, j'ai cette croyance de me dire que il faut aller jusqu'au bout du temps imparti finalement avant le jour J pour utiliser maximum d'heures en fait pour s'entraîner et voilà, parce qu'il y aura toujours quelque chose à corriger ou toujours quelque chose à ressentir avant de faire l'événement, voilà. Ouais, effectivement. Donc, toi, tu as tendance à poursuivre l'entraînement comme d'habitude, mais à essayer de te reposer et de récupérer mieux avant, dans les jours qui précèdent la course. Et puis toi, Thomas, quelle est ta stratégie que tu as adoptée? On a fait quelques Alpha Iron ensemble, par exemple, en Italie, à Cervia. Comment est-ce que tu as géré les derniers jours ou voire les dernières semaines avant ces compétitions? Je dirais que 2 semaines avant le début d'une compétition, je commence quand même vraiment à réduire le volume d'entraînement parce que le dernier mois notamment, on a quand même tendance à assez charger la machine pour pouvoir être prêt le jour de la compétition. Donc 2 semaines avant, je dirais que réduire le volume, c'était important pour moi. Et la dernière semaine, vraiment, je touchais plus le vélo ou alors sur home trainer j'ai eu quelques accidents, donc pour aussi éviter les casses techniques, éviter de tomber soi-même aussi. La semaine de la compétition, c'est vrai que c'est pas le meilleur moment. Et puis
Donc la dernière semaine, je dirais que c'est principalement des footings, un petit retour en bassin pour garder la technique en natation. Et puis Arnaud soulevait un bon point aussi, c'est tout ce qui est en dehors du sport. Tout ce qui est social, les sorties, etc. C'est vrai que les 2 dernières semaines, on a tendance à vouloir plus se reposer, à, à prendre des forces pour être en forme le jour de la compétition. Bah merci Thomas pour ce retour d'expérience. Laurent, avant peut-être d'entrer dans le détail de ce que toi tu préconises, est-ce que dans les choses qui ont été évoquées par Arnaud ou Thomas, il y a des choses qui sont à retenir? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à éviter absolument? Et dans les grandes lignes, est-ce que c'est quelque chose qui semble cohérent? Alors déjà complètement, les deux ont déjà proposé des stratégies d'adaptation pour approcher cette compétition ou ces compétitions qu'ils avaient fait en half ou plus long. Ces stratégies, elles ont été soit de travailler sur l'environnement. Il faut bien comprendre que vous êtes triathlète, mais vous êtes un homme à part entière, et ce qui est fait en dehors de l'entraînement, ça fatigue le triathlète et vice versa. Donc c'est hyper fondamental de prendre vraiment la globalité de la journée, pas uniquement traiter l'entraînement, voire vraiment la globalité de la journée. Si on éprouve le besoin de faire des loisirs, de se sortir la tête, d'aller dans un musée plutôt que de parler triathlon peut-être les 10 jours avant, ça peut être une stratégie qui est personnelle, il y a pas de problème, et c'est bien de la personnaliser. Et pour ce qui est ce que Thomas tu nous disais de effectivement limiter les sorties à l'extérieur, ça peut être une stratégie qui peut convenir à certains, un peu moins à d'autres. Par contre, le souci que tu pointais du doigt, c'était effectivement le risque de blessure, le risque de chute qui peut arriver. Effectivement, des fois, quand on est dans une période d'affûtage, on est un petit peu, on sent les watts qui montent en fait, et peut-être des fois on est un petit peu foufou sur le vélo, et tout à coup on fait une petite connerie. Donc ça peut être un petit risque de temps en temps si on va sur le vélo. Ça peut l'être pour certains. Ouais, effectivement, il n'y a jamais de bon moment pour se casser la figure sur le vélo ou pour malheureusement contracter une blessure, mais effectivement, dans les semaines ou dans les jours qui précèdent la compétition, c'est toujours des instants assez critiques, et effectivement, c'est des moments où on n'aimerait pas connaître la blessure ou la chute, évidemment. Donc, ça fait aussi partie de ce protocole de tapering aussi, d'essayer d'éviter des incidents à ce moment-là. Au tout début de l'épisode, tu nous disais que le tapering va dépendre de quelques jours jusqu'à 3 semaines avant la compétition, en fonction du type d'effort et du type d'athlète qu'on va courir. En général, mettons maintenant pour Thomas, pour Arnaud ou pour moi qui partons sur un Ironman, on s'entraîne comme des amateurs éclairés, je dirais. On n'est pas des sportifs professionnels, donc on a, comme tu l'as dit, des choses à faire la journée, en plus de nos entraînements. On s'entraîne, j'imagine que pour Arnaud et Thomas, c'est un petit peu la même chose, entre 10 et 15 heures par semaine en fonction du volume qu'on va faire. Quelle est la durée de tapering que tu recommanderais pour ce genre de compétition et d'entraînement? Alors très, très souvent, plus la distance augmente et plus la période d'affûtage elle diminue. Pour les sprinteurs, c'est souvent un petit peu plus long que pour une épreuve d'ultra-endurance, voire d'endurance. Et souvent, pour les Ironman, ça varie c'est très personnel, hein, mais ça varie entre 4 et 14 jours. Donc, entre une petite semaine jusqu'à 2 semaines. Mm-hmm. Maintenant, effectivement, c'est très personnel. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Hein. Ça dépend de comment on s'entraîne. Si on s'entraîne avec des grosses charges ou des charges. Si on s'entraîne depuis de nombreuses années de la même façon, donc on est capable d'encaisser cette charge d'entraînement. Ça dépend du lieu de la compétition, si on arrive avant, s'il y a du jet lag, s'il y a de la chaleur, de l'humidité, ça dépend de beaucoup de facteurs malgré tout. Hein. Effectivement, donc ça c'est intéressant. Un aspect qui est intéressant, ça va être par exemple des différences de climat ou des différences de décalage horaire, par exemple, qu'on pourrait rencontrer entre les lieux d'entraînement et puis le moment où on va se déplacer sur la compétition. Alors, le sacro-saint Graal des triathlètes, c'est d'aller un jour faire les championnats du monde à Hawaï. Donc, tu l'as dit, il y a une différence de climat, il y a une différence
décalage horaire, donc entre nos contrées occidentales et puis l'archipel d'Hawaï. Quelles sont tes recommandations en termes d'acclimatation? Parce qu'on a entendu un petit peu tout à travers les recommandations de divers athlètes pros qui vont faire Hawaï. Il y en a certains, ils arrivent plusieurs semaines à l'avance sur les lieux pour vraiment s'acclimater aux conditions. Puis il y en a certains, ils disent il faut vraiment arriver le plus tard possible, un jour et demi avant, et puis on reste dans notre horaire à nous, et puis on fait avec les conditions, ma foi, comme ça. Donc selon toi, quelle est la meilleure stratégie à adopter dans ce cas particulier? Alors, c'est les deux grandes tendances. Soit on arrive effectivement longtemps avant, soit on arrive juste avant. D'accord ? Ça, c'est les deux stratégies qui sont mises en avant. Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir soit l'une, soit l'autre ? Il y a une partie, c'est le budget, parce que vous n'êtes pas forcément tous professionnels, donc il y a une partie du budget qui va rentrer en ligne de compte. L'autre critère de choix, ça va être comment vous gérez, comment votre corps digère le jet lag. Et pour ça, en fait, il y a des outils qui sont utilisés et qui peuvent être utilisés en amont de votre course phare. Si vous faites des déplacements peut-être avec le travail, ça peut l'être également. Et on mesure la variabilité cardiaque pour voir comment votre organisme il réagit face à un déplacement et un changement de fuseau horaire. Et on regarde les stress alors c'est une des possibilités, on regarde les stress que ça engendre au niveau corporel et combien de temps il met pour s'adapter. Certaines personnes s'adaptent, ça met vraiment longtemps pour s'adapter, donc on leur préconise de venir juste avant l'épreuve. Et certaines personnes, ils s'adaptent relativement vite, et du coup, le fait de venir, ça ne sera pas pour le jet lag, ça sera pour s'acclimater à la chaleur ou à l'ambiance de course. Thomas a une question, je pense, par rapport à cette acclimatation. Exactement, Laurent, j'ai une question parce que tu fais référence aux tests HRV par rapport à des tests cardiaques, etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes? Est-ce qu'on doit être suivi? Est-ce qu'on doit forcément avoir un coach pour ça? Ou c'est avec des outils simples on peut avoir cette donnée? Alors, les outils sont relativement simples. Vous avez besoin d'une ceinture cardio-fréquence-mètre d'assez bon niveau, mais bon, ça coûte entre 50 et 60 francs. Ensuite, ça peut se faire avec le deuxième matériel, ça va être vers une application avec votre Natel. Et voilà. Ensuite, il y a plusieurs types de mesures de HRV. Il y a des mesures qui sont possibles, qui sont faites sur 1 minute, où on relève un seul paramètre de HRV, de cette variabilité cardiaque. Donc, si on relève un seul paramètre, on n'a pas toute la vision d'ensemble. On a déjà quelque chose avec 7 minutes. Les tests que je préconise, c'est des tests qui durent 12 minutes environ, donc ils sont un peu plus longs. Ils sont 6 minutes couchés et 5 minutes debout. Et là, on peut voir différents niveaux de fatigue et différents types de fatigue, surtout en fonction de l'état, en fonction de ce qui a été proposé aux entraînements. Et en fonction de ces différents types de fatigue, on a des remédiations qui sont différentes, qui sont complètement différentes en fonction du type de fatigue. Ça, c'est pas possible de le voir avec une simple mesure de 1 minute, comme c'est souvent le cas dans beaucoup d'applications. Donc, je conseille qu'à avoir le plus possible peut-être un coach pour pouvoir discuter de ça régulièrement. Juste petit aparté, et puis ça fait une excellente introduction pour l'épisode du podcast qui sera diffusé la semaine prochaine, donc dans la série régulière de podcasts, parce qu'on aborde très exactement cette thématique de la variabilité cardiaque avec un spécialiste, et puis mon collègue Hermano. Donc effectivement, l'enregistrement de cet épisode qui sera diffusé la semaine prochaine, on reprend un petit peu toutes les explications que tu viens de nous faire. Donc on renvoie entre guillemets nos auditeurs à l'épisode de la semaine prochaine pour suivre vraiment tout ce qu'il y a à savoir. On en parle pendant plus d'1 heure de la variabilité cardiaque, donc là il y a vraiment plein d'infos qui seront attirées. Mais par contre, effectivement, on n'a pas abordé le fait que ça pouvait être un outil pour mesurer en fait l'adaptation au décalage horaire. Et ça, c'est vraiment un aspect qui est assez intéressant parce que, comme tu l'as dit et comme on l'a abordé aussi dans l'enregistrement qu'on a fait, c'est un paramètre qui est relativement simple à mesurer dans le sens où on n'a pas besoin de venir dans un labo, on n'a pas
besoin d'avoir tout un appareillage spécifique. Tu l'as dit, un smartphone et puis une ceinture cardio, ça suffit pour faire ces mesures. Puis après, on se laisse, entre guillemets, driver par l'application. Donc après, bien sûr, il faut savoir interpréter les résultats, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement accessible pour le sportif qui est chez lui et qui est même en voyage. Tout à fait, c'est de plus en plus accessible. Alors c'est très capricieux comme données, hein. Il faut bien respecter le protocole. Il y a un petit protocole quand même qui est relativement strict, mais qui est facile à mettre en œuvre. Et une fois que ces données elles sont bien établies, il y a une première partie qui peut être interprétée par l'athlète. Et si il y a des moments un petit peu plus cruciaux, on va dire, dans la saison, c'est bien d'aller voir un coach pour interpréter ces datas de temps en temps. Ouais, tout à fait. Donc, voilà pour l'acclimatation au jet lag. Tu as parlé aussi de l'acclimatation au niveau du voyage. On n'a pas trop abordé, par contre, la partie acclimatation au niveau différence de température ou de climat. Tu l'as dit au tout début, l'humidité peut être un immense challenge suivant où on se rend pour faire une compétition. La chaleur liée à l'humidité, ça peut être absolument étouffant quand on fait des sports d'endurance. Est-ce que là aussi, la stratégie d'arriver juste quelques jours avant la compétition peut être payante, ou alors vraiment si on va... moi je pense par exemple à l'expérience qu'avait vécu Mike Egro, le triathlète suisse qui était allé à l'Ironman de Malaisie et qui disait que finalement il fallait arriver plusieurs mois avant pour s'adapter à cette humidité, à cette chaleur humide où en fait on n'arrive même plus à transpirer pour évacuer la chaleur tellement l'air est déjà saturé en humidité. Est-ce que là ça peut être payant aussi d'arriver quelques jours avant? Alors là, c'est très personnel. Il y en a, ils vont jamais s'y faire à cette humidité, cette chaleur humide. Il y en a, ils vont vraiment s'y faire au bout de plusieurs mois. Il y en a, ça va aller assez vite. Tout le monde est pas égal face à cette variable. Maintenant, il y a un truc, il y a un truc qui existe, qui commence à arriver. Et vous avez sur les Hauts de Lausanne, au Mont-sur-Lausanne, il y a une entreprise qui propose ça. C'est des chambres climatiques qui permettent de s'essayer. Donc, je fais une pub aux collègues, Motion Lab. Ils permettent de s'essayer à la température, à l'humidité que vous allez avoir à Hawaï, par exemple. Ils vous mettent pendant un certain temps dans cette chambre où il y a tout le climat qui est reproduit à l'exactitude. Et vous pouvez regarder qu'est-ce que ça produit sur les variables physiologiques et voir comment vous pouvez planifier une approche d'Hawaï dans les meilleures conditions. Donc ça, on le fait à l'effort, en fait. Dans cette pièce, on produit un effort type sur un home trainer pour le vélo ou un tapis de course, et puis on voit comment on réagit. Voilà, tout à fait. Après, vous avez une équipe d'encadrement qui va mesurer toutes vos variables physiologiques dans un environnement qui est très spécifique. Ok, alors ça c'est vraiment, comme tu le dis, hein, l'idéal pour simuler son arrivée sur l'île d'Hawaï, pour savoir un petit peu comment ça va se passer le jour où on va y arriver. Enfin, Hawaï ou d'autres destinations, hein, évidemment, on parle d'Hawaï, mais ça peut être n'importe quelle course qu'on va faire ailleurs que juste à côté de chez soi. Si le climat il est radicalement différent, ça peut aussi être des courses qui sont comme le marathon des sables ou d'autres. Voilà, tout à fait. Ouais. Tout à fait. On parle de tapering là, de manière générale. Si on prend très concrètement le tapering, si on parle un tout petit peu de chiffres, dans les 2 dernières semaines, tu nous disais à peu près pour un effort d'Ironman, 2 dernières semaines, voire la dernière semaine, quel type d'entraînement est-ce qu'il faudrait garder et quel type d'entraînement il faudrait absolument éviter? Je pense par exemple que la sortie longue en course à pied de 27 km, on va l'éviter la semaine avant la compétition. Pareil pour une sortie de 150 bornes sur le vélo avant l'Ironman. Mais par contre, il faut continuer à s'entraîner, tu l'as dit, sinon on se désentraîne. Donc, quels sont tes conseils de planification pour ces 2 dernières semaines en termes de volume, d'intensité? Alors, il y a effectivement beaucoup d'études, beaucoup d'études sur la période d'affûtage, qui est une période
assez complexe en fait, où il faut quand même être assez vigilant. Par contre, on arrive à tirer des grandes lignes quand même de toutes ces études. Et la première des choses, c'est qu'on doit, si possible, garder l'intensité. Donc l'intensité spécifique de l'épreuve, évidemment, hein. On doit garder cette intensité. Et la fréquence, il est marqué, souvent, il est dit qu'on peut diminuer un petit peu cette fréquence. Par contre, souvent, quand on diminue la fréquence d'entraînement, aussi on peut, surtout en natation, on peut perdre le feeling qu'on a avec l'activité. Donc mon conseil à moi, c'est de effectivement garder l'intensité, de garder la fréquence, voire peut-être même pas l'augmenter, mais vraiment être à un ratio 1 pour 1, pré-affûtage et durant l'affûtage. Par contre, ce qu'on va changer de manière assez forte, ça va être le temps d'entraînement, la durée, ou le nombre de kilomètres, si c'est l'équivalent. Ça va baisser de 40 à 60% en moyenne, c'est cette durée ou ce kilométrage. Donc c'est loin d'être négligeable, pardon. Donc effectivement, si on fait une semaine de 12 heures, par exemple, si on dit qu'on coupe ça en deux, hein, tu dis entre 40 et 60%, donc mettons 50%, donc ça veut dire qu'on va faire les 2 dernières semaines plus que 6 heures d'entraînement, voire un poil moins. Donc effectivement, c'est quand même une baisse conséquente en termes de volume. Par contre, tu le dis, il faut garder l'intensité. Thomas, tu veux réagir ? Oui, j'ai une question pour le week-end qui précède la compétition. Est-ce qu'on garde nos sorties longues, 110, 120 à vélo par exemple, kilomètres, ou est-ce que déjà le week-end d'avant, on commence à réduire de 50, 60%? Je sais que ça dépend des athlètes, mais est-ce qu'une semaine avant, on ne peut pas se laisser encore une dernière sortie avec du volume, et la semaine de la compétition, là, venir couper en deux le volume? Voilà, alors ça c'est complètement possible. Et dans les stratégies d'affûtage, quand je disais que ça pouvait durer entre 4 et 14 jours, mais ça peut aller aussi sur 3 semaines, c'est que il peut être fait aussi en 2 temps l'affûtage. Il peut y avoir une affûtage, c'est 4 et 14 jours, ils peuvent être faits à J-7 jusqu'à J-presque 21. Et puis la dernière semaine, on peut se réactiver pour vérifier que la machine elle est bien en route et puis qu'il n'y a pas de choses qui coincent. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Ce que tu dis de rouler 110 bornes le week-end d'avant, tu vas te préparer pour une épreuve qui va durer 10 heures de temps. Les 110 bornes, si tu les fais en endurance de base, elles ne vont pas te coûter beaucoup d'énergie en vérité. D'accord ? Surtout s'il fait un ciel un peu sympa, qu'il n'y a pas des grosses températures, ça ne va pas te coûter beaucoup d'énergie. Par contre, si ça fait 40 degrés et que tout à coup tu t'oublies de te crémer puis que tu as pris un coup de soleil, là ça va te coûter beaucoup d'énergie. Donc quand je dis que c'est vraiment contextualiser l'entraînement et de vraiment prendre tous les paramètres du climat, les paramètres de l'entraînement et ce que vous avez fait, ce que vous avez l'habitude de faire avant. Si dans ton cycle d'entraînement, régulièrement tu tapes des 150, 160 km en endurance tranquillement, le fait de passer à 110, tu auras déjà diminué de 30-40%. Ok, c'est clair. Voilà. Et Arnaud, je crois qu'il a aussi une question à poser à Laurent par rapport à cette période-là. Ouais, exactement. Là, on parle du critère sur la diminution du temps ou du kilomètre, et pas de l'intensité. Au contraire, tu l'as bien dit qu'il fallait la maintenir. Moi, j'aurais plutôt tendance naturellement à aller diminuer l'intensité, parce que pour moi, l'intensité, elle est directement rattachée à l'effort ressenti et la fatigue. Et même si la fatigue, bien sûr, va sur le temps et sur le kilomètre parcouru, hein, mais est-ce que c'est aussi un paramètre sur lequel tu peux jouer qui, donc, du coup, impacte différemment les athlètes? Ou alors, vraiment, cette formule, elle est relativement assez concrète et prouvée sur son bénéfice, et donc, du coup, d'utiliser uniquement le paramètre que tu viens d'énoncer, temps kilomètre? Ouais, c'est souvent en défaveur quand tu commences à baisser l'intensité. On parle d'intensité relative par rapport à l'Ironman, hein, on est d'accord. Hein. On parle pas de l'intensité à VVO2 max ou des choses comme ça. Hein. On parle de l'intensité par rapport à l'épreuve préparée. Ouais. Hein. Mais c'est souvent au détriment de la performance quand on baisse l'intensité. Parce qu'en fait, on va se mettre à baisser
le temps d'entraînement parce qu'on a besoin de dormir un peu plus peut-être ou gérer la récupération. Cette intensité, malgré tout, elle ne va pas être extrémiste parce que c'est une épreuve d'Ironman, donc on va être gentiment dans l'endurance, endurance un petit peu plus peut-être pour certains, mais du coup, on va rester dans quelque chose de complètement acceptable. Et le dernier point, ça va vous permettre de garder cette intensité, de garder toutes pas toutes, mais une grande partie des variables physiologiques qui vont vous permettre de garder tous les autres points à haut niveau. Enfin, au niveau pré-affûtage. Juste, il y aura la fatigue qui va s'enlever en plus. Donc théoriquement, en fait, mais ça c'est le monde idéal, c'est-à-dire qu'on reste au même niveau de performance et on ne se désentraîne pas. Par contre, on se régénère et on récupère du jus pour le jour de la compétition, c'est ça? Ouais. Mais ça se passe réellement, c'est même pas le monde idéal. En fait, vous allez juste baisser le volume. Et j'ai envie de dire, c'est le volume global. Moi dans les préconisations, c'est que le volume natation, peut-être, il va augmenter, pas le volume, le nombre d'entraînements natation, peut-être, il va augmenter. Parce qu'en fait, vous allez avoir beaucoup de temps. Et ce temps à disposition, c'est important que ça ne devienne pas du ruminement. Et pas que vous soyez là en train de tourner dans votre cuisine et dire mince, qu'est-ce que je vais faire là dans 2 semaines, j'ai la course, et penser toujours à la course, mais sans rien faire. Et ça, c'est le meilleur moyen pour que ça se passe pas bien, parce que vous allez récupérer peut-être musculairement, physiologiquement, mais vous serez rincé au niveau psychologique. Donc, c'est important de garder tout le temps un point d'attention et donner de l'attention à votre cerveau, de lui donner du boulot, entre guillemets. Donc, ça va peut-être être mettre un point technique sur la natation, ça va peut-être être faire un ciné avec la famille, mais il faut l'occuper, il faut vous occuper. C'est important de vous occuper, sinon vous allez retrouver si vous restez sur le canapé à rien faire, ça va être contre-productif. Ouais, c'est effectivement, concrètement, c'est ce que j'ai ressenti lors de mes dernières compétitions, quand j'ai vraiment voulu baisser cette intensité-là, c'est qu'on se met à se mettre des doutes en fait sur notre capacité à pouvoir faire le truc, parce que comme le disait Thomas, le week-end qui précède la compétition, on a envie d'aller faire quand même une sortie longue pour... Je pense que c'est pas tellement parce qu'on ressent le besoin d'aller s'entraîner à ce moment-là, parce que la semaine d'avant, on est d'accord, on est prêt ou on n'est pas prêt, mais on pourra plus rien y changer. Mais par contre, c'est vraiment l'idée de se rassurer, quoi, de se faire un 120 km à vélo, peut-être pas à l'intensité exacte de la compétition, mais un petit peu plus bas, mais se dire, je le fais facile. Et comme ça, psychologiquement, on glisse sur cette dernière semaine en se disant, voilà, le week-end passé, j'ai fait ma sortie de 120, 130 km, elle est rentrée toute seule, je suis rentré à la maison, je n'étais même pas fatigué. Et puis la dernière semaine, continuer à faire ces entraînements à l'allure compétition pour se motiver à se dire je suis capable de le faire, et psychologiquement ça a un énorme impact. Et puis il faut pas, comme tu le dis, que cette dernière période elle commence à insinuer des doutes, que parce qu'on diminue l'entraînement et puis qu'on a plus de temps à le ruminer, qu'on commence à avoir le mental qui flanche. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que cette période d'affûtage et c'est cette compétition que vous préparez, elle s'anticipe. Et cette période d'affûtage, quand je dis elle s'anticipe, elle se prépare réellement. C'est-à-dire que vous allez baisser le volume d'entraînement, vous aurez plus de temps à disposition. Et c'est de réfléchir qu'est-ce que vous allez faire dans ce temps à disposition. Effectivement, il y aura peut-être de la visualisation mentale, visualiser des phases de votre course que vous allez du coup visualiser positivement, d'accord, pour augmenter la confiance. Par contre, ça va pouvoir être fait si vous avez déjà réfléchi à une stratégie de course, si vous avez déjà regardé le plan de course, si au cours de l'année, vous avez peut-être rempli un carnet d'entraînement et vous dire « Ah ouais, moi le 15 juin, j'avais fait 200 km en vélo, j'avais fait 3 semaines avant, peut-être j'avais couru un marathon », vous rappelez des grandes points importants de votre saison qui vont vous donner cette confiance. D'accord ? Et ça, c'est fondamental. C'est effectivement le dernier week-end il va vous aider à gagner la confiance. Par contre, si vous avez plein de curseurs toute l'année qui vont dire ah, ok, tous ces petits jalons, je les ai validés, tout ça j'ai fait, tout ça c'est fait, ça c'est fait. Là, vous arrivez sur la ligne de départ ou abordez les dernières 15 jours de belle façon.
Exact. Et puis là, il y a un point qui est très important que tu as soulevé, touché du doigt dans ton explication, c'est la partie diététique alimentation. Est-ce que dans cette phase d'affûtage et de préparation finale, est-ce qu'on doit changer drastiquement son alimentation ou en tout cas, est-ce qu'on doit y changer quelque chose? Alors, je ne suis pas nutritionniste ou diététicien. Par contre, il y a une chose qui est très claire, c'est que si on change de manière drastique une alimentation du jour au lendemain, on prend des risques. On prend des risques. C'est des choses qui se font quand même sur le long terme, le temps que l'organisme s'adapte, arrive à prendre les nutriments dans ce qu'on lui donne. Donc, c'est quelque chose qui doit quand même être fait de manière sur le long terme, j'ai envie de dire. Ça doit être réfléchi, donc. Ouais, ça doit être réfléchi. Et tout comme ça doit être réfléchi, voire regarder si sur Ironman, ils sont sur les stands, les ravitaillements, ils sont sur Power Bar. Peut-être qu'un an avant, je commence à regarder comment je digère les Power Bars, comment ça se passe les Power Bars, que si je vomis pas tout au bout de 10 km. Donc ça c'est important, c'est vraiment la 4e discipline du triathlon et surtout de la longue distance. Si ce point-là il est laissé de côté, ça peut être très très compliqué. Peut être très compliqué. Ouais. Effectivement, donc ça c'est des choses dont on a déjà parlé dans nos épisodes du podcast. Et puis la deuxième chose que tu touchais du doigt aussi, c'était la partie coaching mental et préparation mentale. Donc ça aussi on l'a abordé dans un épisode déjà par le passé. Et effectivement je pense que c'est une bonne idée de vraiment peaufiner sa préparation mentale pendant cette période où on s'entraîne, peut-être on a moins de volume, donc on a un peu plus de temps. Donc de consacrer un petit peu plus de temps à l'introspection et puis à travailler soi-même ces phases de course où il pourrait arriver des aléas, où on en a déjà parlé effectivement dans le podcast, de préparer tous ces aspects-là pour que le jour de la course, on arrive avec un mental d'acier autant qu'avec un physique d'acier qui aurait été régénéré par ces périodes de tapering. Moi, pour rebondir là-dessus, j'ai croisé beaucoup de triathlètes dans les 3 semaines, 1 mois avant l'échéance. Ils ne savent pas où ils en sont. Très clairement, ils ne savent pas s'ils sont en forme, pas en forme, ce qu'ils ont fait. Ils ont construit plus ou moins bien leur saison, mais ils ne savent pas. Et c'est pour revenir à la première phrase du début, c'est qu'effectivement, cet affûtage, il est fondamental. Par contre, c'est fondamental que tous les éléments de la saison, vous soyez capable de les ramener sur cette phase d'affûtage. C'est-à-dire tous les curseurs, toutes les choses qui peuvent attirer votre attention ou augmenter la confiance, que vous les ayez marquées quelque part pour qu'ils vous aident durant cette période. Où vous aurez un peu plus de temps. Si vous avez un peu plus de temps, vous allez avoir plus de temps aussi pour réfléchir. Donc, faut avoir les bonnes choses sous la main. Effectivement. On a aussi parlé dans un épisode passé de toute l'importance de tenir un carnet d'entraînement complet. Et là, tu nous le rappelles encore une fois. Thomas et Arnaud, est-ce que vous tenez un log d'entraînement, un journal d'entraînement où vous consignez non seulement l'activité physique en tant que telle, donc l'entraînement sportif, mais aussi où vous consignez un petit peu vos états de fatigue, votre perception de votre performance, éventuellement votre alimentation et ce genre de choses. Arnaud, est-ce que toi tu mets à jour ce genre de carnet ? Alors, c'était quelque chose que je faisais pas jusqu'à la discussion qu'on a eue avec Denis Boucher dans notre podcast sur l'alimentation et la nutrition, où justement il a mentionné que voilà, un très bon athlète par rapport à un mauvais athlète était celui justement qui notait tout, en fait, toutes les sensations, les conditions, etc. Donc j'ai commencé à le faire. Et c'est vrai que aussi on voit que certaines applications vont dans ce sens-là, avec par exemple Strava aujourd'hui qui permet de noter en fonction de l'activité le ressenti, modéré, difficile, facile, etc., avec la prise de notes. Donc là je fluctue un petit peu entre la prise à la volée sur mon téléphone et puis la prise sur un bout de papier. Donc j'ai pas encore trouvé la formule qui me convient, qui est voilà, à l'aise, avec laquelle je suis à l'aise, pardon, mais maintenant je suis assez persuadé, à force d'en discuter, qu'il y a pas mal de points à gagner là-dessus sur
mieux se comprendre via la prise de notes. Parce que pour l'instant, j'ai énormément fait confiance au feeling et ça suffit pas. Voilà, je ne saurais même pas redire exactement. Là, on parlait de power bar ou d'une alimentation particulière. J'ai pas la moindre idée de ce que j'ai pris les 6 derniers mois, quoi. Donc c'est pas c'est plus suffisant. Donc voilà. Je vais dans ce sens-là. Donc toi, tu as vraiment commencé à tout noter Il y a 2 semaines. Ok, voilà. Donc ça portera probablement ses fruits dans les mois et années à venir. Ouais, j'espère. Et Thomas, toi, tu maintiens aussi un carnet d'entraînement ? C'est ça, je le maintiens. Non, oui. J'en ai un depuis 2 ans. J'étais très assidu au début avec les premières compétitions, les premiers Alpha Ironman aussi. Donc c'était vraiment un carnet dans lequel je notais globalement le nombre par jour, le nombre d'heures de sommeil, nombre d'heures de sport. Et puis s'il y a par exemple un test physique ou quoi que ce soit, ou un entraînement un peu plus, ou une compétition par exemple. Je l'ai bien tenu quelques semaines et puis après il y a des gros trous dans ce petit carnet que j'ai repris cette année, notamment aussi suite au podcast enregistré avec Denis sur l'alimentation, mais je l'ai trouvé très contraignant en fait d'ajouter ce qu'on mange, noter les calories, noter jusqu'à l'heure à laquelle on a mangé, etc., combien de repas par jour. Ça prend beaucoup de temps, on a tous des journées très chargées, donc c'est devenu un petit peu compliqué pour moi. Donc c'est vrai qu'avec Training Peaks depuis le début de l'année et une nouvelle application là, qui s'appelle MyFitPal qui permettent en fait de jumeler les deux. Donc sur l'application MyFitPal, on peut noter très rapidement et en gros ce qu'on a mangé matin, midi et soir, ce qui nous fait une somme de calories. C'est lié à Training Peaks, donc on va venir enlever les heures d'activité, les calories dépensées, et à la fin de la journée, on a en fait, c'est assez simple, on a sur une page combien on a consommé de calories, combien on a dépensé, et puis on a la différence entre les deux. Donc c'est quelque chose que j'essaye de maintenir. Alors pas tous les jours parce que c'est pas possible, mais notamment lorsqu'il y a des variations de poids. Alors, si je veux gagner ou perdre du poids, voilà, je note ce que je mange, je note les activités sportives et puis je vois qu'est-ce qui marche pas. Ça c'est vraiment important pour la qualité du sommeil aussi. Parfois des sauts d'humeur. Si on a noté qu'on n'a pas beaucoup dormi et qu'on a mangé que des cochonneries, on se rend compte que voilà, il y a peut-être un impact de ce côté. Donc c'est vraiment un outil très puissant, mais encore une fois très chronophage. Et lorsqu'on a des grosses semaines d'entraînement à beaucoup, enfin voilà, c'est difficile de tout jumeler, de tout faire. Donc, mais c'est très très important. Donc ma question pour Laurent, c'est est-ce qu'il y a j'imagine il n'y en a pas de solution miracle, mais en gros sur ce carnet, si je dois noter 3-4 points, là notamment je note le sommeil et tout, etc. Quels seraient les 3 points importants à noter dans ce carnet ? Alors, tu soulèves déjà un point, enfin vous deux, vous soulevez un point très important, c'est que les carnets, c'est important. Par contre, si ça devient une usine à gaz, si ça devient trop compliqué, si ça devient trop long à remplir, le carnet, on va le mettre dans le placard et on va plus s'en servir. Donc ça c'est important, ça doit rester simple, cet entraînement. Et effectivement, peut-être on doit se ramener à quelques données, parce qu'il y a un certain nombre de données qui sont de façon enregistrées via vos montres ou via les applications, mais quelques données qui sont marquées à la main. Moi, j'aime bien marquer à la main, tout simplement parce que quand même, ça oblige le cerveau à fonctionner de manière un petit peu différente et prendre conscience de certaines choses. Il y a la notion alors qui peut être liée au sommeil. Ça peut être sommeil ou nervosité ou feeling un petit peu de sensation d'énervement ou soit le sommeil, soit cette sensation un petit peu d'énervement, ça c'est possible. Le deuxième point que je mettrais, c'est les séances clés. Que vous ayez fait un footing de 50 minutes en sous-bois, quand vous serez devant la ligne de départ de l'Ironman, ça va vous faire ni chaud ni froid ce truc. D'accord ? Par contre, si vous vous souvenez et vous avez marqué sur votre carnet d'entraînement que vous avez réussi à plusieurs reprises à faire 30-35 km de telle façon, avec telle allure, en vous ravitaillant correctement, là, vous allez pouvoir vous appuyer dessus. D'accord ? Donc là, cette donnée, elle va peut-être être importante. Ça va être, alors ça dépend, c'est personnel. Encore une fois, faudrait faire 2-3 entretiens pour voir ce qui est pertinent pour vous. Par contre, ces données pertinentes, c'est important qu'elles soient marquées et validées.
pour que vous puissiez vous appuyer dessus. Donc, il y a effectivement la donnée récupération, la donnée entraînement clé, on va dire, donc les entraînements phares. Et puis, la troisième donnée, ça peut être la variabilité cardiaque qui donne vraiment aussi une vision d'ensemble de ce que vous... parce que c'est très intégratif, en fait, cette variabilité cardiaque. Donc, vous allez pouvoir voir votre état de forme ou votre état, comme si vous aviez une photo de ça. Et si ça monte ou si ça descend, vous pourrez réfléchir qu'est-ce qui se passe. Par contre, c'est que s'il y a un mouvement que vous allez creuser un petit peu plus. Et ça, c'est assez facile en fait, parce que tu le disais, il y a des passerelles automatiques. C'est Thomas qui l'évoquait aussi entre MyFitnessPal et TrainingPeaks. Moi, c'est vraiment mon log d'entraînement, TrainingPeaks, où j'essaye de noter absolument tout. Mais comme tu le disais, il y a la manière de synchroniser automatiquement une foule d'informations, et notamment les informations sur la variabilité cardiaque que je mesure. Elles sont directement envoyées dans TrainingPeaks automatiquement par l'application que j'utilise pour mesurer ma variabilité cardiaque. En l'occurrence, j'utilise une application qui est super simple d'usage, qui s'appelle Elite HRV. Et puis, tous les matins, donc on va en discuter, comme je le disais, dans l'épisode de la semaine prochaine, mais en gros, l'idée, c'est de suivre pendant 2 minutes 30 la variabilité cardiaque. Ça donne un score, et puis ce score de variabilité, il est enregistré dans mon TrainingPeaks. Donc là, j'ai sous les yeux mon calendrier TrainingPeaks. Je vois que la semaine passée, j'ai des HRV qui oscillaient entre 74, 69, 73, etc. Donc là, je peux resuivre vraiment en temps réel mon calendrier. Tout ça, c'est automatique. À partir du moment où j'ai pris la mesure, c'est envoyé automatiquement sur mon TrainingPeaks. Et puis, voilà, c'est pareil avec les données de mesure de poids que je fais, par exemple, avec ma balance Garmin. Automatiquement, mes données sont synchronisées sur TrainingPeaks. Et puis, encore pareil avec les données de sommeil. Donc, en gros, voilà, j'ai mon carnet d'entraînement avec déjà 3 des 4 points clés qui sont notés dedans. Automatiquement, j'ai rien à faire. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'après une sortie, comme tu le disais, pas forcément le petit jogging de récupération ou celui que je vais faire à midi pendant 30 minutes, mais les grosses sorties, je mets mon feeling au niveau de mon ressenti d'effort, et puis mon état, mon humeur et ma forme et mon envie, ma motivation d'aller faire cet entraînement. Et puis, comme ça, j'ai l'impression d'avoir un calendrier, un carnet d'entraînement qui est relativement complet dans TrainingPeaks. Donc la seule chose qui me manque en fait, c'est l'alimentation détaillée, mais ça je l'ai dans MyFitnessPal parce que moi j'ai pris l'habitude et cette contrainte d'enregistrer chaque chose que je mange dans cette application. Donc en gros, ça me fait 2 endroits où aller regarder, et puis j'ai absolument toutes les informations qu'il me faudrait pour analyser une période où j'avais l'impression d'être en forme, de performer correctement, par rapport à tout d'un coup une période où j'aurais un coup de moins bien, peut-être parce que j'ai trop chargé la machine, ou peut-être parce que j'ai changé mon alimentation, ou parce que j'ai eu moins de sommeil. Mais toutes ces informations que j'enregistre, elles me permettent de revenir là-dessus et puis de voir qu'est-ce que c'est qui a déclenché cette période de moins bien. Donc, utiliser la technologie parce qu'elle existe et puis qu'elle nous permet de renseigner un carnet automatiquement, et puis on ne va pas s'en priver parce que, comme tu le disais, un carnet qui est trop compliqué à remplir, on ne le remplit plus, et puis du coup, on a perdu tout le bénéfice parce qu'on n'a plus rien, et puis de trouver le juste milieu des notes qu'on va prendre le temps d'aller mettre dans son log d'entraînement pour être le plus efficace possible. Je rebondis simplement sur ce que tu dis. Toutes ces données, elles sont géniales pour effectivement analyser après ton état de forme à un certain moment. Par contre, tu vas les analyser a posteriori. C'est-à-dire qu'une fois que, par exemple, à la fin de ton Ironman, tu vas te dire, ok, ça s'est passé ou ça s'est pas bien passé. Et là, tu vas pouvoir tirer des réflexions dessus, des conclusions peut-être dessus. Moi, l'idée que j'avais donc ce qui est très bien, hein, ça c'est fondamental ce que tu dis. La chose qui peut être vraiment mise en surbrillance pendant cette période d'affûtage, par rapport à ce carnet d'entraînement, c'est vraiment sortir les grands éléments marquants de ta saison pour que tu t'en serves quand tu seras sur la ligne de départ ou les 2-3 jours avant. Ça, c'est important. Tu notes à juste titre, et c'est vraiment cool que tu notes ta sensation. Il faudra, je pense que c'est important de la noter, et c'est important aussi pendant cette période d'affûtage d'être vigilant par rapport à ceci, par rapport à ce que tu vas dire. Ah ouais, j'avais fait ce tour-là, j'étais bien, là maintenant je suis pas très bien. Il faut juste savoir que pendant la période d'affûtage, l'état de forme, il
il monte pas crescendo de manière très linéaire. Ça peut être un jour on est bien, le lendemain on est un peu bizarre, après ça revient, on a des sensations un peu bizarres parce que l'énergie elle commence à monter. Et il faut être vigilant effectivement à pas croire que tout va mal parce que tout à coup on est un petit peu bizarre ou qu'on n'a pas exactement le même feeling qu'il y a 2 mois. Non, c'est juste que le corps il régénère et du coup il s'adapte, il se réadapte et ça provoque un feeling un petit peu différent parfois. Donc ça va un petit peu par vague, et un jour on peut se sentir un petit peu moins bien, et puis le lendemain en pleine forme, quoi. Ouais, ça peut arriver ça, surtout dans les activités, surtout sur le feeling de l'activité. Peut-être que le chrono au final de votre tour de vélo, votre entraînement de natation, ça sera le même, mais vous allez peut-être à un moment donné vous sentir lourd ou peut-être en train de voler. Mais ça, effectivement, faut en tenir compte, mais il faut quand même relativiser. C'est important. Arnaud, je crois que tu voulais réagir. Ouais, non, mais ça a été plus ou moins traité. C'était justement dans cette marée d'informations, voilà, on peut s'y perdre un petit peu à savoir quoi noter, parce qu'il y a tellement de paramètres. Donc là, on a ciblé voilà les 3-4 principaux. Et après, la question que j'avais un peu plus, c'était maintenant, après, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Quand est-ce qu'il faut vraiment regarder ce carnet et comment s'y replonger dedans? Donc là, tu as donné de très bons outils, Greg. Donc c'est l'occasion aussi de voilà, de s'y pencher un peu plus dessus, parce que je pense, comme je reviens sur ce que je disais, vu que je suis à moitié digital et papier, ça aide pas à la propre compréhension, quoi. Mais c'était un peu ça la question, voilà, c'était de savoir quand utiliser ça, quoi. Alors, c'est pour ça que c'est important de marquer. Moi, je suis pas contre le moitié digital, moitié papier, hein. Je pense que ça peut cohabiter sans problème, parce qu'il y a certaines datas que tu vas noter sur papier. Peut-être que ça va faire doublon avec Training Peaks, mais c'est pas un problème. Ça va te permettre de les intégrer peut-être de manière différente ou un peu mieux. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de problème. Par contre, je te donne un exemple très concret. Tu es sur la ligne de l'Ironman. La veille de la course, très souvent, pas tout le monde, hein, mais très souvent, on ne dort pas forcément bien la veille de la course. Parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a toute l'ambiance, etc., etc. Là, ça peut être un bon moment. Tu peux te dire, ok, là, les 10 derniers jours, j'ai dormi, tout mon sommeil, il était nickel. J'ai pris le temps de me coucher tôt, de me lever correctement, déjeuner correctement. Tout ça, c'est fait correctement. Si pendant 10 jours c'était bien, une nuit un peu bizarre, un peu pas terrible, ça va pas influer l'état de forme. Donc ça va te servir, toi, à garder ta confiance le jour J, dire, bah ouais, ça représente même pas 5% du temps, et j'ai raté une nuit à peu près, et toutes les autres, elles sont nickel. C'est bon, on y va là, c'est parti. D'accord, ça sert vraiment à ça en fait, hein. C'est quand tu commences à avoir un doute, sortir la tête un petit peu du guidon et te dire, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais là, en fait, je m'arrête sur un petit détail, sur peut-être 1 heure de temps où j'ai pas dormi, et les 8 derniers jours, c'était parfait. Donc, ça peut t'aider à faire ça, ce carnet d'entraînement. Et pareil pour la nutrition, dire peut-être que tout à l'heure, on me demandait s'il fallait changer un peu de manière drastique l'alimentation. Ouais, peut-être les 2 jours avant, il y a moins de fibres, peut-être pour éviter les problèmes gastriques. Peut-être, ça va dépendre des personnes, ça faudra discuter avec la nutritionniste, mais souvent c'est un peu plus, c'est un peu moins. Euh, Peut-être que tu vas regarder, toi, dire, ok, j'ai pas très bien mangé peut-être le 3 jours avant, mais pendant 6 mois j'ai bien mangé. Donc effectivement, peut-être certains, il y a des nageurs, ils me racontent, ils me disent, ah mais Phelps, il était à McDonald's aux Jeux Olympiques quand il était au McDonald's, mais pendant 2 ans, il a raté 0 repas. Donc qu'il a eu McDonald's, ça fait quoi en fait? C'est rien du tout. Ça va marcher son entraînement, ça va marcher ce qu'il a fait. Ouais, effectivement. Aussi, à ce niveau-là, c'est important de garder la trace de ce qui a marché. Et moi, j'aimais bien le concept d'un livre sur l'entraînement en triathlon que j'ai lu
assez récemment et qui disait au tout début, au niveau du mental, ce qu'il faut faire, c'est se créer une espèce de tirelire virtuel dans la tête. Et puis, à chaque fois qu'on a réussi quelque chose à l'entraînement, quelque chose dont on est fier, quelque chose dont on a réussi un accomplissement, ou comme tu le disais, un entraînement qui s'est bien passé, une semaine où on a vraiment mangé idéalement, où on a bien dormi, eh ben, on le met dans sa tirelire virtuelle. Et quand il y a des coups de moins bien dans sa préparation, où on a des doutes, où on a un petit peu de crainte par rapport à quelque chose qui s'est moins bien passé, ben on va puiser dans cette tirelire de bons points, et puis comme ça on peut se rebooster avec ça en se disant aujourd'hui peut-être mon entraînement je l'ai un peu foiré, mais il y a 3 jours j'ai fait une magnifique sortie de vélo où tout s'est bien passé, j'étais facile, etc. Donc le moral forcément à un moment il fluctue un petit peu dans la préparation. On en parlait le jour et pendant la compétition, il y a des hauts et des bas, mais il y a aussi tout le cheminement de préparation, il peut y avoir des hauts et des bas au niveau du mental, et puis là aller piocher dans tout ce qui a bien joué par le passé pour pouvoir se redonner un petit coup de motivation puis se remonter le moral, c'est aussi important. Complètement. Et du coup, pour revenir à notre sujet de début sur la période d'affûtage, plus vous aurez construit et donné ces éléments de tirelire là que tu nous disais, plus vous les aurez mis en place et mis dans un coin de votre bureau ou dans un coin de votre tête, plus quand vous allez arriver dans cette période d'affûtage, vous aurez des outils à utiliser quand ça va commencer à douter, parce que forcément, quand on arrive à 10 jours de l'échéance, il y a quand même des questions qui se posent. Vous aurez plein d'outils à utiliser, des situations à utiliser pour vous remonter la confiance et arriver sur la ligne de départ correctement. Ouais, effectivement. Moi, j'ai encore une question très très concrète. Ah, excuse-moi, tu voulais compléter ? Vas-y. J'avais une question encore très très concrète par rapport à cette phase d'affûtage. Elle concerne vraiment le jour avant la compétition, parce que là aussi on entend un petit peu de tout par rapport à ce qu'il faut faire. Donc demain j'ai un Ironman, aujourd'hui donc c'est une journée qui est quand même relativement chargée en général, hein. On doit aller chercher les dossards, on doit aller préparer nos sacs de transition, les enregistrer, aller enregistrer son vélo, etc. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. En plus de ça, il y a certains athlètes, et notamment moi, j'ai l'impression que ce jour-là, je ne peux pas rester entièrement inactif au niveau sportif, mais il faut que j'aille faire un petit, mettons 5 km de course à pied à l'allure où je compte courir mon marathon, et puis bien évidemment il y aura juste aller faire quelques mètres à vélo avant pour vérifier, juste avant d'aller le mettre dans la zone de transition, que tout marche bien, que tout est impeccable. Suivant le voyage qu'on a fait, on a dû remonter le vélo partiellement, donc vérifier que tout est bon. Est-ce qu'il y a vraiment une formule magique pour le jour avant la compétition, ou est-ce qu'au contraire il faudrait absolument rien faire pour Non. Alors, ce que tu dis, souvent, c'est nécessaire, hein, vérifier que le vélo fonctionne. Mm-hmm. Peut-être faire les 5 km sur le parcours de l'Ironman pour repérer les 2-3 endroits clés qui peuvent nous aider. Peut-être aller une fois dans le plan d'eau, alors pas forcément tout, hein, mais peut-être aller sur le plan d'eau pour voir les vagues, comment elles sont une dernière fois, ou voir les courants, s'il y a des choses qui se passent, ou voir un peu mieux la sortie d'eau, comment elle s'organise. Donc ça, c'est des possibilités qui, au final, ne coûtent pas beaucoup d'énergie, parce que vous allez peut-être faire vos 5 km, vous allez peut-être faire votre 1500 mètres de natation, mais vous allez nager ou courir tranquillement, surtout pour visiter, en fait, hein, visiter la maison dans laquelle vous allez être pendant une journée. Par contre, ce qui va coûter de l'énergie, ça va être tout ce que tu dis, le dossard, le tatouage, la musique forte, qui est sympa, hein, ça met de l'ambiance, mais ça fatigue quand même. Les marchés de la zone de transition à l'hôtel ou la navette avec la voiture, c'est ça en fait qui va vous fatiguer. Et c'est enlever tous les stressants, ces éléments fatigants le plus possible. Donc c'est réussir à bien roder sa journée pour que les choses elles s'enchaînent de manière très fluide. Ça c'est la première des choses. Donc que ce soit très fluide. Et là, donc pour que ce soit ça, faut réussir à faire un petit agenda de journée. Et l'autre chose, c'est travailler en amont. Alors ça se fait en amont aussi. Se travailler sur un petit peu l'acceptation, sur des choses, réussir à se détacher un petit peu de certains éléments qui vont peut-être pas se passer exactement comme vous voudriez.
peut-être vous allez vouloir aller sur le plan d'eau, puis peut-être l'organisateur va fermer le plan d'eau à un moment donné qu'il n'avait pas marqué, mais que ça arrive, hein, ça arrive, ou peut-être, je sais pas, il y a un truc qui joue pas. Et là, c'est travailler sur l'acceptation un petit peu en amont qu'il y a des choses qui peuvent se passer. Et c'est pas grave, je vais me mobiliser de manière autrement, donc avoir une autre stratégie sous son coude pour que ça se passe. Sinon, on va être frustré, on va s'énerver. Cet énervement, il va nous flinguer de l'énergie qu'on aura besoin le lendemain. Donc ça, c'est hyper important d'être un petit peu fluide, garder une image de fluidité peut-être dans sa tête. Et puis accepter aussi tout d'un coup un petit changement de programme, comme tu le disais, parce que le plan d'eau est fermé ou autre. Moi, j'avais l'habitude d'éviter les plans d'eau, en tout cas en eau libre, les jours qui précèdent la compétition. C'est un conseil que j'avais entendu il y a plusieurs années de Brett Sutton, qui entraîne notamment Nicolas Spirig et puis Daniel Arif. Il disait que sur un plan d'eau en eau libre, on n'est jamais 100% sûr que l'eau elle est impeccable. Et si on nage dedans le jour de la compétition et puis qu'il doit y avoir une bactérie qui nous donne quelque chose de pas très bon, le jour de la compétition, on risque pas grand-chose, parce que si on doit avoir un petit peu des problèmes gastriques à cause de ça, ce sera plutôt le lendemain ou le surlendemain. Mais par contre, aller nager le vendredi ou le samedi dans le plan d'eau, et puis si tout d'un coup il y a quelque chose de pas tout à fait clean dans le plan d'eau, c'était voilà, cash le jour de la course qu'on allait le payer. Donc idéalement éviter la natation en eau libre les jours qui précèdent la compétition. Si c'est possible, de trouver une piscine pour aller tourner encore les bras dans les jours qui précèdent. Mais voilà, juste pour ce petit problème-là, il préconisait de ne pas aller nager sur les plans d'eau. Alors, si c'est bien évidemment ouvert sur l'océan et puis qu'il y a les vagues qui arrivent, etc., on sait que le plan d'eau, il devrait être relativement clean. Mais par contre, si c'est un plan d'eau plus petit ou alors bien abrité, éviter ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ai pratiqué jusqu'à maintenant. Et alors là, je te rejoins. Là, ça correspond effectivement à la stratégie de course et à la connaissance du lieu. Et effectivement, il y a des lieux qui sont un peu plus risqués que si vous allez faire le triathlon à Paris, dans la Seine, peut-être on va pas trop effectivement faire de repérage en amont. Et là, effectivement, et ça, peut-être, admettons qu'on connaît pas du tout, qu'on se retrouve dans la Seine, qu'on voit la Seine, peut-être effectivement, ok, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est hors de mon contrôle. La Seine, elle est pas bonne. Je sors et puis soit je vais dans une piscine, soit je fais pas la natation, puis je fais confiance au travail qui a été fait en amont. Alors, en ce qui concerne le tapering, moi, je suis arrivé un petit peu au bout de mes questions. Je sais pas si mes coéquipiers ont encore des questions par rapport à cette phase-là, ou si toi, Laurent, tu as des choses dont tu voudrais encore nous parler pour cette période critique qui précède juste la compétition, ou si on a abordé un petit peu toutes les thématiques auxquelles toi tu pensais. Alors on a pas mal survolé les choses. Il y a un petit point des fois, souvent les triathlètes, mais pas que les triathlètes, les sportifs d'endurance, ils ont peur alors c'est une généralité, c'est pas tout le monde, hein, ils ont peur de perdre effectivement dans les 14 jours, 15 jours, de perdre cette endurance qu'ils ont travaillé si longuement. Et là, il y a des travaux qui sont faits principalement par Ray Surin, donc c'est un chercheur, qui montre que effectivement cette endurance, elle peut être maintenue jusqu'à 30 jours avant qu'elle baisse. Donc si vous êtes entraîné de manière très cohérente pendant les 6, 8 ou les plusieurs années avant cette période d'affûtage, pendant 30 jours, vous êtes complètement tranquille en fait. Vos données physiologiques, elles vont pas bouger, presque pas bouger. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est important. Donc tout ce que vous allez faire, ça va être surtout pour vous rassurer. C'est pour ça qu'on a parlé un peu de mental, parce qu'effectivement, l'affûtage, il y a une grande partie de mental où on doit surtout pas douter, on doit se donner les outils pour rester confiant et surtout même plus confiant que d'habitude. Donc ça, c'est une donnée qui est assez importante. Et le dernier point, j'en ai soulevé un tout petit mot, c'est que cet affûtage peut être fait en deux phases. On peut très bien imaginer 4 semaines avant l'échéance une épreuve un petit peu longue, alors pas aussi longue, mais un petit peu longue, type Half Ironman, mais pas forcément en format course, peut-être en format entraînement, juste pour voir qu'est-ce qui se passe. Et à l'issue de ça, on récupère pendant 2 semaines, et ensuite on se remet en route la dernière semaine pour débloquer. En fait, comme ça, on est frais.
La fatigue, de toute façon, elle va être décalée. Vous n'allez pas vous fatiguer les 3-4 jours avant si vous commencez à vous entraîner. Sauf si vous y allez comme un fou. Hein. Mais si vous reprenez l'entraînement quelques jours avant, cette fatigue, elle va être différée. Vous serez peut-être fatigué de ces entraînements après l'Ironman. Et par contre, ça va vous assurer quoi? Ça va vous assurer que votre organisme, il est en fonction, que tout fonctionne, qu'il n'y a pas de petites douleurs qui arrivent. Et ça va vous empêcher de psychoter, entre guillemets, dans le sens, est-ce que ça marche? J'ai parcouru depuis longtemps, est-ce que ça va fonctionner bien? Le relancer la machine de manière un petit peu plus drastique les quelques jours avant, c'est une possibilité qui est souvent utilisée aussi en course d'endurance. Très bien, donc ça c'est une stratégie qu'on peut adopter, c'est-à-dire planifier un half Ironman, tu le dis, 3 semaines, 1 mois avant la compétition. Donc on fait un petit tapering avant ce half qu'on s'est fixé avant, et puis surtout après on récupère de cette entre guillemets grosse charge, et puis on recommence à charger un petit peu la bête dans la dernière semaine avant l'Ironman, et là on est comme tu le dis en plein début de reprise. On n'est pas encore fatigué par cette période là, mais par contre voilà, comme tu l'as dit, on tourne, on a l'organisme qui est vraiment préparé pour des gros entraînements, et donc pour cette journée de compétition. Ouais, voilà, tout à fait, complètement. Ça, personnellement, je pense que c'est une stratégie qui me conviendrait assez bien, et comme tu l'as dit, au niveau psychologique aussi, de savoir qu'on a remis la compresse et qu'on est dans une phase ascendante en termes de volume, peut-être un petit peu plus facile pour moi à aborder au niveau psychologique que de devoir baisser en fait sa charge juste avant l'Ironman. Arnaud, Thomas, est-ce que vous avez des questions encore par rapport à cette période de tapering? Est-ce que vous avez des retours d'expérience encore à faire valoir là-dessus, ou alors des remarques? De mon côté, je crois que c'est tout bon. On a abordé beaucoup de sujets. Merci Laurent pour tous tes conseils. Donc non, pas de questions de mon côté, merci. Très bien. Et puis Arnaud? Ouais, parfait aussi de mon côté. Merci beaucoup Laurent et à tout le monde pour la discussion. Ça fait un sujet de plus super intéressant à approfondir. Donc voilà, je trouve que c'est exactement ce genre de thème aussi qui voilà, développe encore plus l'attrait pour ce sport-là, et encore une fois à mieux se connaître. Donc je ressors avec plein d'idées et plein de points d'amélioration. Donc merci à tout le monde. Effectivement, moi je rejoins mes 2 coéquipiers. Donc merci Laurent d'avoir passé cette heure de podcast avec nous. On a de nouveau appris plein de trucs. En tout cas, voilà, moi j'ai toujours approché de manière un petit peu amateur et empirique cette période de tapering. Tu nous as vraiment donné des informations qui nous permettent maintenant d'aborder de manière un tout petit peu plus structurée cette période-là, et c'est toujours très très précieux pour un sportif de pouvoir voilà, compter sur des gens qui peuvent nous transmettre cette information comme tu l'as fait pendant cet épisode. Donc merci encore d'être venu nous voir sur le podcast. Merci à vous, merci de l'invitation. C'était un bon moment de plaisir pour moi et de partage. Merci à tous. Merci, c'était un plaisir partagé. Avant de nous quitter, donc Strategy Move, c'est ton entreprise qui donne du conseil, du consulting en termes d'entraînement sportif, et puis bien plus, tu l'as dit en introduction de ce podcast. Où est-ce qu'on peut prendre contact avec toi si jamais on a envie de tes conseils, ou qu'on a besoin de plus d'informations sur ton activité, et éventuellement, pourquoi pas, conclure un accord de coaching avec vous? Alors, vous pouvez m'envoyer un email à laurent.trincat. Donc, laurent.trincat, c'est TRINCAT, @strategymove.net. Et je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. Même, hein, c'est pas obligé forcément. Ça peut être des questions par rapport à ce podcast. Je répondrai dans la mesure du possible assez rapidement. Très bien, donc on mettra tes coordonnées dans les notes de l'émission. Moi, messieurs, je vous remercie pour ce nouvel épisode très instructif
de ce hors-série sur la préparation Ironman. Merci en particulier à Laurent de nous avoir rejoints pour traiter de cette partie de tapering, toujours très très intéressant. Et puis je donne rendez-vous, comme je l'ai promis plusieurs fois au cours de cet épisode, à nos auditeurs la semaine prochaine pour un épisode qui traitera en particulier de la variabilité cardiaque et de toutes ses applications dans le domaine du sport. On a parlé ici de l'adaptation au jet lag, mais il y a bien d'autres domaines dans lesquels on va pouvoir l'utiliser pour sa récupération. Et donc ça, ce sera la semaine prochaine dans le podcast. Merci messieurs et à bientôt. Super, merci. Merci. Ciao.